And before Et avant que le commandant en chef vous donne des réponses, est-ce qu'il y a d'autres généraux? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait des suggestions sur la façon de gérer la situation à Abobo? Moi, je ne me rappelle pas exactement de quelqu'un d'autre qui a pris la parole, mais je sais que moi, j'ai posé une question, j'ai fait part d'une situation qui ressortait de l'exposé du SEMA à propos justement du point dit Ndotré. Le SEMA, dans son exposé, avait laissé entendre qu'on contrôlait Ndotré. Et comme moi, je venais justement de perdre des hommes à cet endroit précis, j'ai dit au SEMA, c'est pas en termes militaires, je ne pense pas qu'on contrôle Ndotré parce que nos hommes viennent de mourir là-bas, d'être tués là-bas. Si on contrôlait tant le point, on n'aurait pas perdu des hommes à cet endroit. Parce qu'en termes militaires, quand on contrôle un point, c'est-à-dire qu'on est maître de ces points, on l'a sécurisé. Donc à mon avis, selon ma mémoire, c'est la seule observation que moi j'ai eu à faire avec l'autorisation du SEMA parce que je lui ai demandé de son autorisation. make this Ce commentaire au sujet, au sujet de la situation à Ndotra et le fait que les FDS ne contrôlaient pas Ndotra, est-ce que vous avez fait cette remarque avant que le président prenne la parole? Je ne sais plus très bien, mais en tout cas, j'ai fait cette observation. now we go, please. Nous allons maintenant passer à ce que le commandant en chef, le président, a dit. Vous dites qu'il a donné quelques réponses au sujet de ce qui avait été évoqué par le SEMA. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il a dit? D'abord, le président a encouragé les forces armées. Il les a félicités de tous les efforts qu'ils étaient en train de faire malgré la situation extrêmement difficile à Bobo. Donc, il a donc adressé ses félicitations au chef d'état-major pour l'ensemble des forces de défense et de sécurité impliquées à Bobo. Ensuite, il nous a expliqué qu'il était conscient des difficultés qu'on éprouvait en matière notamment d'équipement en armes et en munitions. Qu'à son niveau, il faisait tous les efforts nécessaires. Mais en même temps, on n'était pas sans ignorer que c'était extrêmement difficile. Ensuite, le président nous a donné des instructions en disant renforcez, continuez à tenir, renforcez vos dispositifs, continuez à tenir à Bobo. Tenez à Bobo. Donc, ce sont des instructions de nature défensive que nous avons reçues, parce qu'il faut-il préciser que dans cette phase, nous avons toujours été en position défensive. Jamais nous n'étions pas ceux qui prenaient l'initiative d'attaquer. Nous étions toujours en train de défendre nos positions. Et donc, ce sont ces instructions de tenir que le président nous a données. Given what Étant donné ce que vous aviez dit au cours de cette réunion au sujet des FDS qui ne contrôlaient pas Ndotré, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été dit
sur ce point-là, sur le carrefour Ndautré, par le président? Moi, je ne me rappelle pas de ce que le président a dit sur le carrefour Ndautré, mais je précise que toutes les réunions qu'on a eues, toutes les rencontres qu'on a eues avec le chef de l'État, il ne rentrait jamais dans le détail des opérations militaires. Do you recall if any? Est-ce que vous vous souvenez que des points spécifiques de la zone d'Abobo qui auraient été pris après cette réunion par les FDS? Bon, mais en fait, c'était un combat, c'était des opérations ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait. On faisait des progrès un jour, un autre jour, on reculait. Donc, il n'y avait pas de progrès considérables par rapport à de cette période jusqu'au mois de mars, on n'avait pas de progrès considérables. Il n'y a pas eu d'évolution considérable. Do you recall? Mais est-ce que vous vous souvenez d'une mission pour prendre Ndautré après cette réunion? Je pense qu'il y a une opération qui avait été programmée par le chef d'état-major pour prendre Ndautré, et puis surtout, on a un autre point qui était juste derrière Ndautré, à la hauteur d'Anyama, pour aussi s'emparer de cette position-là, parce que c'était une position de l'armée de terre avant la crise. Et ils voulaient certainement faire la jonction entre la prison civile à Maka et cette position de l'armée de terre qui était au nord d'Abobo. Il y avait une opération qui était programmée, je ne sais pas si elle a été faite, mais elle a été extrêmement difficile à mettre en œuvre. And was the other point? Et l'autre point dont vous parlez, c'était le PK-18? En français, PK-18? 18. C'est pas la même route, quoi, si vous voulez. C'était beaucoup plus loin que le PK-18. Now you tell us that in. Vous nous dites qu'au cours de cette réunion, la conversation apportait, ou les instructions étaient de nature défensive. Y a-t-il eu une discussion sur une offensive qui serait entreprise par les FDS? En termes militaires, on appelle ça une contre-offensive, madame le procureur. Que c'était nos anciennes positions qu'on a abandonnées. Donc notre objectif, c'était de les récupérer à nouveau. Donc c'était une contre-offensive. Okay, so was there just. Donc, y a-t-il eu une discussion sur une contre-offensive? Je n'ai pas les souvenirs exacts, mais je dis que dans l'esprit du chef d'état-major, il était question, de récupérer la position de Ndautré, 2, de faire en sorte que de Ndautré, on puisse relier, sécuriser l'itinéraire qui est une route nationale jusqu'à la position qui est au nord d'Abobo et qui était autrefois une position de l'armée de terre. C'était autrefois un cantonnement de l'armée de terre. Ça faisait partie des plans qu'il avait. Okay, Très bien. Vous nous avez dit que dans l'esprit du SEMA,
le plan, c'était de reprendre des positions, les reprendre à Bobo. Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose que le président, M. Gbagbo, aurait dit concernant de reprendre des positions dans le cadre de la contre-offensive que le SEMA proposait? À part ce que je vous dis, que le président nous demandait de faire en sorte de tenir à Bobo, de ne pas perdre à Bobo, je n'ai pas un autre souvenir d'autres instructions qu'il aurait données. Renforcer vos positions, tenir vos positions, et puis faire en sorte de ne pas perdre à Bobo. I just want to ask. Je voudrais vous demander de façon plus précise quelque chose au sujet d'une déclaration dans votre entretien 0051 0434. C'est dans l'entretien, page 0451. And again, it's in relation. Une fois encore, c'est la ligne 639 qui concerne cette réunion. Right. Just reading from here. Je vais lire. Vous dites. Maître Bougnon. Maître Bougnon. Je suis allé vite, excusez-moi, je suis allé vite. C'était justement pour empêcher, avec votre autorisation, que l'accusation fasse l'exercice qu'elle veut faire. Parce que la ligne qu'elle vient de citer est exactement ce que le témoin a dit. À moins qu'on ne veuille faire sortir le témoin, qu'on lise et que nous tous on compare. Parce que soit on fait une confrontation, comme on l'a dit, soit on rafraîchit la mémoire du témoin. Et donc, si, tant que le paragraphe qui est indiqué, si elle veut le lire, il faudrait peut-être qu'on fasse sortir le témoin, qu'on se mette d'accord avant qu'on nous donne la permission de le faire. Maître Altit. Merci. Le président, Maître Altit. Au débat et l'éclairer, vous aviez utilisé, je crois, il y a quelques jours, 2 jours me semble-t-il, ou hier, la notion de différence significative, et qui me semble une excellente notion pour essayer de préciser quand on peut utiliser, parce que mon confrère a raison, c'est soit confrontation, soit pour confronter le témoin, soit rafraîchir sa mémoire. On ne peut pas utiliser les déclarations n'importe quand. Donc peut-être faudrait-il d'abord éclaircir la question de savoir s'il y a une différence significative entre ce que dit le témoin là et ce qu'il a dit lors de sa déclaration, pour savoir si l'on peut utiliser dans une troisième configuration, en quelque sorte, la déclaration, autrement qu'en le confrontant ou en rafraîchissant sa mémoire, si vous voyez ce que je veux dire. Your Honor, I'll leave it. I'll leave this one. Madame Pack, Monsieur le Président, je n'irai pas plus loin. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je vous remercie d'avance, Monsieur le Président. Le Président, très bien. Madame Pack, nous parlons toujours de la même réunion. Nous parlions de ce que disaient les uns et les autres. Et je voudrais vous poser une question sur le SEMA.
Est-ce que vous vous souvenez de propositions spécifiques que le SEMA aurait faites au président quant à la manière de gérer la situation à Bobo? Mais les préoccupations du SEMA, c'était de plus en plus de renforts, de plus en plus d'hommes. Il faut que les réservoirs de forces, les contributeurs de troupes que nous étions, parce que lui, il était opérationnel, il était le commandant opérationnel. Nous autres, on était les contributeurs de troupes. Il demandait qu'on lui donne davantage d'hommes, donc davantage de capacités. Ça faisait partie de ses préoccupations. Also arms, I suppose. Le président des armes également, je suppose. En fait, je pose la question parce que des hommes seuls ne suffiraient pas. N'y avait-il pas également mention d'armes et de munitions ou seulement mention des hommes? En termes militaires, quand on demande à des contributeurs de troupes, c'est-à-dire à des réservoirs de troupes de donner des capacités, on exprime ces capacités. C'est-à-dire, je ne dis pas, donnez-moi un peloton. Je dis, donnez-moi, par exemple, une troupe avec des blindés. Donc, j'ai besoin de capacités blindées. Donnez-moi des troupes qui sont constituées essentiellement de paracommandos. J'ai besoin de capacités, des troupes très mobiles, très engagées, qu'on peut engager dans la profondeur et qui sont des gens qui ont beaucoup d'expérience. Donc, quand le SEMA nous dit ça, on comprend parfaitement. C'est de la sémantique militaire, nous comprenons parfaitement. Donc, ça faisait partie de ses priorités. Il a exprimé, mais malheureusement, l'ensemble des contributeurs avaient déjà avancé beaucoup de capacités. Et donc, la réserve n'était plus aussi importante qu'on pouvait penser. We are not so familiar. Le président, nous connaissons moins bien le langage militaire que vous. Je vous remercie de ces explications. Madame Pack, veuillez poursuivre. Madame Pack, nous avons au procès-verbal qu'il avait été dit à un moment donné qu'à Bobo soit déclarée zone de guerre. Est-ce que cela a été abordé à cette réunion-là? Je ne me rappelle pas si c'est à cette réunion qu'on en a parlé ou bien si c'est à la réunion des officiers généraux à l'état-major. Mais l'épisode d'Abobo déclaré zone de guerre est plus important que les avantages. Et donc, on ne pouvait pas déclarer Abobo zone de guerre dans la mesure où les populations civiles étaient nombreuses. Et que le commando invisible, il n'y avait rien qui pouvait distinguer un combattant du commando invisible de la population civile. Et donc, il prenait la population en otage, mieux. Il prenait la population comme une sorte de bouclier humain. Donc, un tel affrontement de nature asymétrique, on ne pouvait pas prendre le risque de déclarer à Bobo zone de guerre. Ça fait partie des argumentaires que beaucoup d'officiers généraux ont avancé. Et donc, on était conscient de nos responsabilités. Notre responsabilité, c'était assurer la sécurité des personnes et des biens. Pas
de provoquer la mort de beaucoup de personnes à cause du commando invisible qui s'infiltrait dans la population. Et en définitive, cette idée n'a pas prospéré. Elle a été abandonnée. So those were the disadvantages. Question. Voilà les inconvénients que vous venez de nous présenter, mais quels auraient été les avantages de déclarer Abobo zone de guerre? Les inconvénients étant tellement lourds que les avantages, je ne vois pas si c'est intéressant de les exposer. Quand on déclare zone de guerre, une zone, généralement, hein, je ne parle pas du cas d'Abobo, en général, quand on déclare une zone de guerre, c'est qu'on rentre dedans, on rase. Parce que tout ce qu'on trouve là, c'est considéré comme ennemi. Donc on est en situation, sur un terrain hostile, on rentre dedans. Mais là, on ne pouvait pas le faire pour des raisons que je viens d'évoquer tout à l'heure. Who was in favor? Le président, qui était favorable à ce que Abobo soit déclaré zone de guerre et qui était contre? Monsieur le Président, on était quand même assez nombreux. Il y avait des officiers subalternes, il y avait des officiers supérieurs, il y avait des généraux. On a tous discuté, mais en définitive, ce qui est important, c'est la décision qu'il a emportée, compte tenu des pour et des contre, la décision qu'il a emportée. Excusez-moi de vous donner ces résultats-là et puis de me limiter à ça, Monsieur le Président. No, I would like Le président, pourriez-vous nous dire, par exemple, les 4 généraux, le SEMA, la gendarmerie, vous-même, le commandant de la police, parmi ces 4-là, qui était pour et qui était contre la déclaration comme zone de guerre d'Abobo? Qui l'a soulevé comme hypothèse possible? Ça faisait partie des éléments de la planification de l'état-major. Parce que l'état-major, dans la planification, propose des options opérationnelles. Et dans les options, l'option opérationnelle que l'état-major a proposée, c'était celle-là, et on a discuté, et finalement, elle n'a pas été retenue. Madam Prosecutor. Le président, allez-y, Madame Pack. Madame Pack, je n'ai pas constaté que le témoin vous ait donné de réponse, Monsieur le Président. Le président, moi non plus. C'est peut-être la règle de Chatham House. Madame Pack. Oh, bon, la règle de Chatham House, ici, en salle d'audience. Je repose la question, puisque nous sommes dans une salle d'audience ici. Et je voudrais savoir, s'il vous plaît, qui était favorable et qui était contre la déclaration de zone de guerre. D'abord, dans les réunions d'état-major, on ne vote pas. Dans nos réunions, on ne vote pas. C'est une option opérationnelle qui avait été mise sur la table par les planificateurs. On a échangé dessus. Chacun a donné son avis et le SEMA a décidé. Parce que c'est le chef qui décide, on ne vote pas. Il a décidé. Il dit, bon, écoutez, on rejette cette option. Puis on s'en est tenu là, on a continué. What would have been the Question. Quelle aurait été la conséquence d'une déclaration formelle de zone de guerre?
Le président, c'est un peu hypothétique. Et j'ai déjà posé cette question. J'ai demandé quelles auraient été les conséquences, Madame Pack, mais les conséquences juridiques. Il me semble que quelqu'un comme le témoin peut nous aider. Quel est l'intérêt de déclarer une zone comme zone de guerre? Le président, mais nous le savons également quel est l'impact juridique. Monsieur MacDonald, c'est une question de fait et je me permets d'indiquer que le témoin ne répond pas aux questions posées, y compris celles qui sont posées par la Chambre, premièrement. Deuxièmement, le fait de déclarer à Bobo comme zone de guerre, cette question a déjà été posée à d'autres témoins. Quelles sont les obligations? On nous dit que les options ont été débattues et ces options seront réexaminées par la suite par d'autres. He can leave No, the court. but I think we Le président, on peut revenir. J'ai posé la question et restons calmes. Monsieur MacDonald, mais nous sommes au cœur de la situation ici. Et je crois que tout le monde le sait. Le président, monsieur le témoin, je n'ai pas insisté tout à l'heure parce que je crois avoir compris l'ambiance et les éléments dynamiques. Mais je répète ma question. Qui a proposé au débat, qui a proposé l'éventualité de déclarer Abobo comme zone de guerre? Qui en a fait la proposition? Je répète encore, Monsieur le Président, au risque de revenir, de dire seulement la même chose chaque fois. C'est les planificateurs qui, dans les différentes options, je disais tout à l'heure qu'on était acculés à Abobo. On perdait de plus en plus d'éléments à Abobo. Et donc, dans la recherche de solutions militaires, les planificateurs ont proposé cette option opérationnelle. On en a débattu et le SEMA, compte tenu de la lutte, compte tenu des arguments des uns et des autres, il a pris la décision de dire, bon, on rejette cette option. On ne la retient pas. and these planners are Question du président. Et ces planificateurs, ce sont les subordonnés du SEMA, c'est cela? Qui travaillent sous les ordres du SEMA. okay. Le président. Très bien. Deuxième question. Quelles sont les conséquences de déclarer une zone de guerre? Évidemment, si vous avez rejeté cette proposition, vous avez pris cette décision puisque vous estimiez que les conséquences juridiques, par exemple, vous connaissiez les conséquences juridiques. C'est justement parce qu'on estimait que ça pouvait aller très loin qu'il y a eu un échange. Sinon, généralement, les propositions, pas les propositions, les décisions du chef d'état-major en matière opérationnelle, ça passe. Et puis, bon, mais il applique lui-même, d'autant plus que c'est lui qui conduit les opérations. Mais parce que cette option a attiré l'attention des uns et des autres sur les conséquences qui pouvaient être extrêmement dangereuses, que ça a été soumis au débat. Dangerous in what terms? Le président, dangereux, vous dites? Comment ça? Où tout
tout ce qui aurait été fait comme dégâts humains, si d'aventure cette mesure avait été mise en application, tout ce qui aurait été fait comme dégâts humains, il aurait fallu des gens pour répondre de ça. Thank you. I give. Le président. Merci. Je redonne la parole à Madame Pack. Madame Pack, lors de cette réunion, avez-vous envisagé les conséquences par rapport à la communauté internationale si Abobo avait été déclarée zone de guerre? Tous ces arguments ont été apportés par les uns et les autres. Ces arguments ont été apportés par les uns et les autres dans la discussion. Et donc, on a forcément tenu compte de beaucoup de facteurs. And in terms of other... Question. En ce qui concerne les autres facteurs qui ont été examinés, est-ce que vous avez abordé les conséquences pour la population civile si l'on devait déclarer Abobo zone de guerre? Oui, mais justement, c'est pour ça qu'on a abandonné l'option, puisqu'on ne pouvait pas vider Abobo de tous les habitants normaux, entre guillemets, et puis laisser uniquement là-bas que le commando invisible, puisque le commando invisible, on ne pouvait pas, il n'avait pas, c'est pas une armée constituée. Je parle toujours d'affrontement asymétrique. N'oubliez jamais ça. Ce pas des militaires habillés en tenue militaire qu'on pouvait repérer facilement qui étaient en face de nous. C'était des civils, mais armés, qui étaient en face de nous. Question. Pour situer la réunion, il s'agit d'une réunion à l'état-major. Est-ce que vous vous rappelez à quel moment cela s'est produit par rapport à la réunion dont vous avez parlé avec le président, M. Gbagbo? Le problème de la décision de déclarer Abobo zone de guerre, c'était plutôt en janvier. Or, la réunion avec le président, je la situe plutôt en février. Tant que j'ai les dates précises en tête, mais je pense que le débat sur la Abobo, c'était plutôt en janvier. Can I ask for a document? C'est au numéro 132. Il s'agit d'un document qu'on vous a montré lors de votre entretien. Je crois ne pas me tromper cette fois-ci. Vous l'avez déjà vu lors de votre entretien avec les enquêteurs du bureau du procureur. Le document est daté du 12 janvier 2011 et porte comme objet, et je cite en français, À l'état-major des armées
Pardon, Monsieur le Président, avant que le témoin réponde. Ah, il Maître serait... Altit. Oui, merci. Le président. Écoutez, je me demande s'il ne serait pas plus sage de faire sortir le témoin, parce que je vais lire un tout petit peu sa déclaration. Oui, ce serait peut-être plus sage de le faire sortir quelques instants. From his statement. Le président, vous allez lire de sa déclaration? We don't know even what the question is about. Le président, nous ne savons pas encore quelle est la question. C'est une objection sur l'utilisation de la pièce et nous ne voulons pas influencer le témoin. Alors, je peux le faire en présence du témoin, bien entendu. C'était pour être tout à fait sûr, mais je peux tout à fait le faire maintenant. Je vais, si vous permettez, lire un extrait de sa déclaration pour m'opposer à l'utilisation de ce document. Well, Le président. Vous lisez un extrait de quoi? Madame Pack, je crois que Maître Altit est préoccupé parce que le témoin avait dit qu'il ne l'avait pas vu avant l'entretien. Donc, j'ai dit très clairement que ce document lui a été montré pendant l'entretien. C'est pourquoi je l'ai fait préciser. Je veux bien répondre à cette inquiétude. L'idée est là, mais je voudrais préciser un tout petit peu, si vous permettez, Monsieur le Président. L'intervieweur lui demande, est-ce que vous êtes au courant, je cite, et pardon, je vais allumer ce micro. L'intervieweur lui demande, est-ce que vous êtes au courant du contenu de ce document-là? Réponse, non. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Réponse, non. Alors, comment peut-on, dans ces conditions, lui proposer, lui présenter ce document pour qu'il le commente, voyez, Monsieur le Président? Et on perd du temps, là. well, if we are losing. Le président, si nous perdons du temps, c'est le temps du bureau du procureur qui est ainsi perdu. Mais nous attendions la question, n'est-ce pas? Il est possible qu'elle lui demande, l'avez-vous vu? Non, et qu'il va répéter ce qu'il a déjà dit. Je ne vois pas vraiment quel est le problème de lui montrer ce document. En tout cas, je suis désolée pour le témoin. Madame Pack, Monsieur le Président, merci beaucoup. Vous nous parliez de la réunion à l'état-major et vous nous disiez que la question de savoir si on allait déclarer à Bobo zone de guerre, que cette réunion s'est tenue en janvier. C'est pourquoi je voudrais clarifier un point. Dans le deuxième paragraphe de ce document, on lit ceci en français. Abobo est désormais déclarée zone de guerre. Les FONCI prennent le contrôle des opérations avec en appui la police et la gendarmerie. Now, I just want you to help me with this. Question. Je vous demande de m'aider, car ce document indique, enfin vous l'avez vu, vous le lisez comme moi, est-ce que vous pouvez nous aider? Vous nous avez parlé d'une réunion au mois de janvier, vous nous avez parlé d'une discussion. Laissez-moi terminer ma question, s'il vous plaît. Le président, allez-y. Madame Pack, vous nous parliez d'une réunion en janvier à l'état-major. Vous aviez débattu des pour et des contre de la déclaration d'une zone de guerre. Et ici, on peut lire que l'autorité militaire a
déclaré Abobo zone de guerre. Donc, pouvez-vous m'aider à comprendre quel était le résultat de votre réunion? Le président, non, il ne peut pas. Il ne peut pas. La seule chose, je pensais que vous alliez parler de la date, mais non pas du contenu. Il n'a jamais vu le document, il n'en a pas connaissance, il n'a pas... il a déjà déposé concernant la déclaration de zone de guerre qui est contraire à ce qui était écrit dans ce document qu'il ne connaît pas. Donc, non, il ne peut pas en parler. Madame Pack, si vous regardez la date de ce document, est-ce que cela vous aide à mieux situer la date de la réunion dont vous nous avez parlé lorsque vous aviez discuté de la zone de guerre? Le président. Enfin, il a déjà dit que c'était au mois de janvier. Madame Pack, le 12 janvier, Monsieur le Président, mais enfin que ce soit le 12 ou le 13, peu importe. Madame Pack, le 12 janvier, c'est le 12 janvier. It's written the 12th of January. Président, c'est écrit ici le 12 janvier. Le témoin n'a jamais dit précisément le 12 janvier. Il a parlé du mois de janvier. Madame Pack, oui, je lui demande si la date de ce document peut l'aider à situer la date de la réunion. Le président, est-ce que cette date-là vous aide à situer la date de la réunion? Et je vous prie de nous excuser car nous parlons tous en même temps. Merci, Monsieur le Président. Le document qui est devant moi là, c'est un document des chefs vraiment subalternes. Et ça n'a aucune connotation négative. Hein. C'est un chef de district de police qui a fait une réunion avec un officier supérieur, certes, mais pas de haut rang à l'état-major. Donc, quand il est sorti de la réunion, il a fait son compte-rendu à son chef, qui est le préfet de police. Vous voyez bien qu'il a mélangé tout. Parce que ce n'est pas dans cette réunion-là qu'on prend les décisions. Well, but the only question... Le président, la seule question que l'on puisse poser dans ce cas, c'est est-ce que cette réunion pourrait être celle où l'on discute de ce sujet, non pas de la manière dont c'est rédigé ici, mais où on discute de la zone de guerre. Est-ce que vous nous avez parlé du mois de janvier? Est-ce que votre réunion a pu se tenir le 12 janvier? Si elle s'est tenue le 12 janvier, je ne me rappelle plus la date, mais cette réunion-là n'est pas le bon endroit où on prend ce type de décision. Okay. Thank you. Le président, très bien. Je vous remercie. Je redonne la parole à Madame Pack pour le bureau du procureur et je vous encourage vivement à aller de l'avant. Madame Pack, je voudrais passer à la réunion du mois de mars au palais avec le président. Songez à cette réunion-là maintenant. Pouvez-vous nous dire qui a assisté à cette réunion-là? C'est les mêmes généraux, plus d'autres officiers supérieurs de l'armée, de la gendarmerie et de la police nationale. Toujours autour du président de la République. Est-ce qu'il y avait des ministres présents à cette réunion-là? Les ministres en charge de la sécurité et de la défense, je pense.
can you tell us, please? Pourriez-vous, je vous prie, nous rapporter ce qui a été dit à cette réunion? On a encore parlé des problèmes de l'évolution de la situation militaire. Le chef d'état-major a fait encore un deuxième compte-rendu de l'évolution de la situation militaire. And briefly, what did Et brièvement, qu'a-t-il dit des évolutions à ce moment-là? Ben, ça n'a pas beaucoup évolué comme on l'aurait souhaité. Et on avait toujours quelques soucis avec les forces impartiales, notamment l'ONUCI, sur le terrain, quelques soucis sur le terrain. Des mouvements qu'on ne contrôlait pas. Et donc, qui perturbaient énormément nos opérations. Et donc, il a encore, en notre nom à nous tous, insisté sur les problèmes de moyens. Moyens en termes d'armement et de munitions. Et je crois savoir que cette fois-ci, il a ajouté qu'il souhaitait des renforts en hommes. Et est-ce que vous vous souvenez de ce qu'a dit le président, M. Gbagbo, au cours de cette réunion? Ben, le président a dit la même chose. Il nous a toujours encouragés à toujours tenir, parce que entre février et mars, nous savions, on n'était pas dupes, on savait très bien que l'armement, ce n'est pas évident qu'on puisse l'avoir. C'est même quasiment impossible. Parce que nous savions très bien que nous étions en situation de... Et donc, les encouragements du président nous ont été à nouveau adressés. Et puis, bon, mais je crois que c'est essentiellement ce que le président a dit. Hein. and in relation to Et pour ce qui est de ce que le SEMA avait dit, il avait demandé un renfort en hommes. Est-ce que le président a dit quelque chose sur ce sujet-là? Ce n'est pas dans ces termes-là. Il y a eu, le SEMA a soulevé un point en ce qui concerne les différentes contributions en hommes que nous faisions. Et c'est en quelque sorte plaint du fait que la gendarmerie ne mettait pas totalement tout à fait du coup du commandant de la gendarmerie, commandant supérieur de la gendarmerie. Donc il y a eu un petit accrochage verbal, bien sûr. Et le chef de l'État a très vite fait leur demander de baisser le ton. Il nous a encouragés. Il a mis fin à la réunion et il les a convoqués chez lui pour une autre fois pour pouvoir savoir davantage avec eux. Mais nous, les subordonnés, on n'était plus invités à cette rencontre. do you recall any Est-ce que vous vous souvenez de décisions qui auraient été prises au cours de cette réunion? Mais le SEMA avait demandé des hommes. Donc, il lui avait été accordé d'étudier dans quelle mesure on pouvait, en liaison avec le ministère de la Défense, parce que ce n'est pas la présidente de la République qui recrute, c'est le ministre de la Défense qui recrute.
Donc, il lui avait dit de se rapprocher du ministre de la Défense pour voir dans quelle mesure lui et puis les services du ministère de la Défense peuvent, comme il le demande, mais ça c'est une parenthèse que j'ouvre, cette option ne pouvait pas convaincre certains généraux parce que déjà les personnels qui étaient disponibles, on n'avait pas suffisamment d'armes pour ces personnels-là. Ce n'est pas en ayant davantage d'hommes qu'on va avoir les armes. Donc cette solution ne nous convainquait pas spécialement. Mais c'était la volonté du chef d'état-major. And just to be clear, Et pour que les choses soient claires pour mémoire, vous dites que le SEMA avait reçu l'autorisation de prendre contact avec le ministre de la Défense pour mener à bien un recrutement. Qui lui a donné cette autorisation? Mais le ministre était là, il a dit ça, ce n'est pas de la responsabilité du chef de l'État. À la sortie, vous prenez contact avec moi pour qu'on puisse étudier ça avec la direction des ressources humaines du ministère. L'endroit dans la transcription. Vous nous dites que cette question ne relevait pas de la responsabilité du chef de l'État. C'était une question de recrutement. Pourquoi pas? Enfin, j'ai quand même passé 41 ans dans l'armée et le recrutement ne s'est jamais fait à la présidence de la République. Le recrutement, ça s'est fait au niveau des services de recrutement du ministère de la Défense. Maintenant, comme il a posé la question devant le président de la République, peut-être qu'il attendait que le président lui dise « Bon, mais écoutez, va voir le ministre, vous allez voir ça ensemble, ou bien il faut le faire », c'est peut-être ce qu'il attendait. Mais normalement, ce n'est pas de la responsabilité du chef de l'État. C'est un service au niveau du ministère de la Défense, qu'on appelle le Bureau des ressources humaines, qui procède au recrutement. all right, Très bien. Je voudrais vous interroger sur une autre réunion avec le président en mars. Cette réunion dont on a parlé, c'était au palais, juste? let me just... Alors, je vais vous montrer le registre que nous avons consulté un peu plus tôt, le registre. Il y a une entrée pour le 14 mars 2011. The first page is at... La première page, c'est la 1258. La page que je souhaite, c'est la 1260. Okay, there we are. You can see...
Nous y voilà. Vous voyez les entrées à partir de 41, 41, 42, 44 jusqu'à 48. Vous voyez là différents généraux qui arrivent et qui quittent la résidence. Est-ce que vous vous souvenez d'être arrivé à la résidence et d'en être parti entre 18h12 et 19h48? Souvenez-vous d'une réunion avec le président pendant cette période-là, plus ou moins? Je ne sais pas exactement de quel genre de réunion c'était. Je ne me souviens pas de quel genre de réunion c'était. Et je n'ai pas le souvenir de ce dont on a parlé à cette réunion. Going to ask, please, just to... Je demanderai à ce que l'on veuille bien passer une vidéo. Ce sera par le bureau de procureur, CIVOTP. Madame le procureur est inaudible pour une partie de son intervention. Il s'agit du CIVOTP 00690371, la transcription 00940260. La vidéo, ce sera 001222 jusqu'à 001330. La référence pour la transcription, ce sont les lignes 4 à 13, page 271. Les généraux de Côte d'Ivoire sont allés réaffirmer leur loyauté au chef de l'État. Cette action vise à taire toutes les rumeurs de défection et de trahison de certains généraux. Il a été question globalement de la situation sécuritaire du pays, le kyste insurrectionnel du Golfe Hotel, l'appendice subversif d'Abobo et tous les autres fronts ouverts par les rebelles. Dans quelques heures, les généraux seront reçus à nouveau par Laurent Gbagbo et de grandes décisions seront arrêtées. Question. Question. Est-ce que vous vous souvenez maintenant, si vous avez eu une réunion avec le président à cette occasion, à la résidence? Oui, merci Madame le procureur. Vous m'avez rafraîchi la mémoire et je vois que nous sommes allés effectivement là-bas. Ça s'est passé assez vite. Hein. On n'a vraiment pas duré là-bas et après on est sorti. Effectivement, on y était. Vous voyez les heures d'entrée et puis les heures de sortie et puis le temps d'attente. Vous voyez qu'on n'est pas resté bien longtemps. Mais on est allé là-bas, effectivement. Do you have now? Vous vous rappelez maintenant la réunion. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui a été discuté au cours de cette réunion? De sécurité, l'actualité en ce moment-là, c'était à Bobo, c'était les autres quartiers où il y avait des attaques. C'était ça, essentiellement. On rencontrait le chef de l'État, c'est ça qui revenait régulièrement dans nos rencontres. Il n'y avait pas d'autres sujets, puisque on ne rencontre pas le chef de l'État pour parler de politique. Ce n'est pas notre domaine. Different topic, moving off from this. Autre sujet,
nous quittons cette réunion, à un moment donné, est-ce que vous vous souvenez d'avoir discuté avec le SEMA ou avec les autres généraux, discuté de demander à M. Gbagbo de mettre un terme aux activités de combat des FDS? On a échangé. À un moment donné, on a échangé entre nous. Il y avait un certain nombre de facteurs. C'était l'évolution de la situation qui était défavorable, et je l'ai mentionné tout à l'heure. Il y avait la conduite des forces impartiales qui était de plus en plus ouvertement en faveur des rebelles, notamment à l'ONUCI. Il y avait des problèmes d'armement que nous avions. Et donc, tous ces facteurs contribuaient à faire en sorte qu'on avait de plus en plus de tués. Et donc, quand on a échangé avec le chef d'état-major, on l'a proposé, est-ce que dans les entretiens qu'il a souvent avec le chef des armées, il ne peut pas lui faire la suggestion que les hommes politiques puissent parvenir à des solutions politiques, à des solutions pacifiques. Nous savions que le président avait déjà, depuis le début, proposé des solutions politiques. Nous avons quand même demandé au chef d'état-major s'il pouvait encore se faire notre interprète auprès du chef de l'État. You told us you discussed. Vous nous avez dit que vous aviez parlé de l'ONUCI. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez parlé au niveau de l'état-major des victimes civiles? Oui, mais c'est tout ça, c'est tout cet ensemble-là, parce qu'on est quand même des Ivoiriens. C'est tout cet ensemble de personnes, il y avait de plus en plus de tués de part et d'autre. Et aussi des personnes qui étaient victimes, on va dire, de façon impudique, j'aime pas tellement ces termes-là, des victimes collatérales. Donc, tout cet ensemble-là, on a estimé qu'il fallait absolument que le chef d'état-major se fasse notre interprète auprès du chef de l'État pour voir si, avec l'autre camp, il pouvait discuter pour parvenir à des solutions politiques. Nous, on ne connaissait pas totalement les tenants et les aboutissants, mais c'était notre proposition. Parce qu'on était sur le terrain. On était sur le terrain, on perdait de plus en plus d'hommes, et puis ça devenait de plus en plus difficile d'aller annoncer la mort des jeunes officiers, des jeunes soldats, des jeunes gendarmes à leurs familles. C'est la mission la plus pénible qu'un chef puisse accomplir. Et c'est là que j'ai compris, c'est que le maréchal Belal de Tassigny disait, quand il allait annoncer la mort de son fils à sa femme, en disant, Madame, le lieutenant des Lattres de Tassigny est tombé au champ d'honneur. Mais en le disant, il s'agissait de son propre fils qui était lieutenant quand il commandait en Indochine. Et à la femme à qui il parlait, c'était sa propre épouse. Et il a dit que c'était le moment le plus pénible de sa vie. Et j'en ai fait l'expérience. C'est pour ça qu'on faisait cette... Quickly before. Et rapidement, avant que nous ne passions à un autre sujet, savez-vous si le SEMA a transmis ces préoccupations qui avaient été évoquées par vous à l'état-major? Est-ce que cela a été communiqué à M. Gbagbo? Le SEMA qui allait là-bas, moi je n'étais pas avec lui, mais le SEMA nous a dit oui, j'ai transmis vos préoccupations au chef de l'État. En temps utile, il nous donnera sa réponse. Et nous savions que le président, depuis le début
depuis le début, nous savions que le président n'a cessé de dire qu'il faut qu'on fasse le recomptage des voix. Aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte que c'est une solution qui a prospéré ailleurs. Ça a permis de faire moins de dégâts ailleurs, en Afrique bien sûr, avec le recul aujourd'hui. And just to finish up, Et pour en terminer avec ce point-là, est-ce que vous vous souvenez quand vous avez eu cette discussion à l'état-major? Madame le procureur, mais nous avons eu cette discussion. Permettez-moi de ne pas avoir la date parce que les problèmes de date, des événements qui sont passés, produits il y a 8 ans, 7 ans, les dates, c'est un peu délicat. I'm going to move on now swift. Je vais maintenant passer rapidement à la marche des femmes, à la marche des femmes à Abobo en mars 2011. Est-ce que vous avez eu une réunion à l'état-major au sujet de cette marche à Abobo en mars 2011? Oui. Can you tell us, please, what was... Pouvez-vous nous dire si c'était après la marche? Nous sommes retrouvés à l'état-major pour parler, mais la marche était terminée et c'est les conséquences qui étaient dans toute la presse nationale et même internationale. C'est donc cette conséquence-là que le CEMA, c'est-à-dire les informations qui étaient dans la presse nationale et la presse internationale, comme quoi les femmes avaient été tuées, c'est cette conséquence-là que le CEMA était en train de nous expliquer, qui n'avait pas encore d'informations précises, mais qu'il faisait des pieds et des mains pour qu'il y ait des investigations. Mais comme la zone était hostile, personne ne pouvait accéder facilement à la zone, donc il avait des difficultés pour avoir des... Now, you just told us he... Vous venez de nous dire entamé. Est-ce que vous étiez au courant du fait que on rejetait la responsabilité des FDS pour cet événement-là sur la RTI? Do you remember these... Est-ce que vous vous souvenez du porte-parole de l'état-major, Gourou Baboui, qui est passé à la télévision et qui a nié l'existence de cet incident? C'est possible, puisque personne ne pouvait accéder au lieu des incidents pour constater la réalité des faits et pouvoir l'imputer éventuellement à des possibles auteurs. Donc, il a dit, j'ai dit tout à l'heure que le CEMA a dit qu'il ne pouvait pas, il n'avait pas d'explication précise, d'informations précises, parce que la zone était hostile, il ne pouvait pas y accéder. Nous, on avait pensé que les forces impartiales qui circulaient librement, qui allaient et venaient, aussi bien dans notre zone que dans la zone du commando invisible, on pensait que ces forces-là, à partir du moment où il y avait des policiers et des gendarmes dans cette force-là, on pensait que ces forces-là pouvaient peut-être contrôle sécuritaire
pour les emmener jusque là-bas pour faire des investigations. On pensait à ça, mais écoutez, la proposition n'est jamais venue et on n'a jamais eu cette aide-là. Et donc, dans la saison dans laquelle on était, c'était des supputations, c'était des informations de presse. Et ni les gendarmes qui étaient à Bobo, mais qui étaient tous dans leur caserne, donc personne n'était sur le terrain, ne pouvait nous informer, ni les éléments de l'ONU qui auraient pu, compte tenu des moyens dont ils disposaient, nous informer, nous n'ont pas certainement aidé le chef d'état-major. Et donc, je ne suis pas surpris de ce que vous avez dit concernant la déclaration du porte-parole de l'armée. All right. Très bien. Alors, je voudrais vous demander de regarder le document 0048 1574, onglet 32 pour mes collègues sur la liste des pièces. Pour mémoire, le document est daté du 10 mars 2011. Il émane de la division renseignement SECOS. Le titre en français est Rapport d'enquête. Obobo, Omar, 2011. Implication supposée ou réelle des forces de défense et de sécurité. Is this a report that you have seen? Est-ce un rapport dont vous avez eu déjà connaissance? À propos de ce rapport, je voulais faire une mise au point. Je vous ai précisé, en tout cas à vos enquêteurs, que ce rapport, je l'ai eu après la crise. Je l'ai précisé à vos enquêteurs. Je l'ai eu après la crise, c'est-à-dire au mois de mai ou au mois de juin. Parce que j'étais souvent convoqué chez les juges d'instruction et puis j'avais des souvenirs plus ou moins imprécis, donc j'ai demandé qu'on me documente. On m'a donc donné ces rapports et personnellement, je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance dans la mesure où il y a un certain nombre de faits dedans qui me convenaient pas personnellement. Et là, tout ça, j'ai dit ça aux enquêteurs, j'ai reçu ça après la crise, pas pendant la crise. Est-ce que vous avez demandé un rapport sur les événements du 3 mars à Bobo à l'époque? Je n'avais personne à Bobo. À qui devrais-je demander des rapports? Le SECOS n'allait plus à Bobo depuis le 26 février 2011. Did you see? Question. Avez-vous reçu des informations telles que les informations que l'on voit dans ce rapport sous une autre forme, peut-être pas dans un rapport écrit, après les événements du 3 mars? Le matin, quand moi j'ai eu l'information sur les radios étrangères, j'ai interpellé l'officier de communication du SECOS. Je lui ai dit, Nouko, je viens d'écouter sur une radio étrangère qu'il y aurait eu 7 femmes tuées à Bobo.
est-ce que tu peux voir avec tes camarades journalistes pour voir de quoi il s'en retourne? Il s'est informé auprès de ses relations qui sont dans la presse et aussi il s'est informé auprès de ses camarades gendarmes, parce qu'il est un gendarme, qui était à Bobo. Mais il m'a précisé que ces camarades gendarmes qui sont à Bobo ne sortaient pas. Donc les informations qu'ils donnent, ce n'est pas des informations de première main. Ils n'ont jamais été sur le terrain parce qu'ils étaient dans une situation où il y avait de l'hostilité partout, ils étaient enfermés dans leur caserne. Et donc, il m'a dit, les informations qu'ils m'ont données, c'est du même niveau que ce que moi j'ai appris par les médias. Donc c'est lui qui m'a dit exactement, comme moi aussi j'ai appris par les médias, par ces recherches-là, il m'a dit, oui, moi aussi j'ai appris ça comme ça. Et donc c'est après, quand nous sommes allés à la réunion à l'état-major, que ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant ce que le chef d'état-major a dit, on a écouté ça, mais on n'était pas plus avancé que par rapport aux informations qu'on avait déjà. Les sources n'étaient pas totalement fiables, parce qu'à Bobo était devenu extrêmement difficile et hostile. It's 5 o'clock. Le président, il est 5 heures. Madame Pack, j'en ai conscience. J'ai encore des questions de suivi concernant les réponses qui m'ont été données sur ce document. Je peux le faire maintenant ou 20 minutes demain matin. Le président, 20 minutes demain matin? Non, 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 vous pouvez le faire maintenant en 5 minutes. Ça fait 12 heures déjà, Madame Pack. Oui, mais je dois me référer à la déclaration. Le président, vous aurez l'occasion en question supplémentaire. Madame Pack, je pense que c'est tout à fait juste vis-à-vis de mes confrères que je puisse aller au bout de mon questionnement, que les éléments de preuve que vous avez entendus soient complets, bien cadrés, si vous voulez, par moi vis-à-vis de ce témoin, avant que mes confrères fassent leur contre-interrogatoire. Franchement, je pense que ce ne serait pas juste vis-à-vis de la défense si je n'ai pas pu explorer complètement la question afin de découvrir la vérité. Je peux le faire en 20 minutes, mais non pas en 5 minutes. Well, Je reformule ma demande de 20 minutes. Le président, vous aurez 20 minutes demain matin et pas une seconde de plus. Madame Pack, à la seconde. Le président, nous levons l'audience jusqu'à demain matin, 9h30. Permettez-moi. Pour le déjeuner et nous ne commencerons qu'à 15 heures l'après-midi. Donc, nous aurons une pause déjeuner légèrement plus longue. Merci. L'audience est levée.